Bonjour, c'est CC Comics et aujourd'hui je vous propose un nouveau format dans lequel je vais vous parler de 3 comics différents. Tout d'abord Colder qui vient de ressortir chez Comics Initiative. Ensuite on va parler de Mike Mignola d'Hellboy et de la disparition des épaules d'Hellboy. Et puis enfin quelques mots sur Nightwing par Bruno Redondo qui suscite beaucoup d'enthousiasme et je vais essayer de dire ce que j'aime et ce que j'aime un petit peu moins dans le style graphique de cet artiste. Alors, je voulais vous parler de Colder, qui est une série que j'ai achetée en numérique il y a quelques temps déjà, en version originale, et qui est sortie chez Dark Horse. Et puis, l'histoire m'a tellement plu, surtout visuellement c'est tellement beau que j'ai racheté l'édition physique chez Comics Initiative. Une très belle édition d'ailleurs, et qui permet en plus d'avoir les 3 arcs qui sont compilés, sachant que c'est pas 3 arcs indépendants, il y a vraiment une continuité dans l'histoire. Donc c'était intéressant de l'avoir sur ce format-là. Alors de quoi ça parle rapidement? En fait, Colder, c'est l'histoire de Declan, qui est un homme qui a été plongé en catatonie et dont le corps est extrêmement froid. Et une infirmière qui s'appelle Rhys s'est occupée de lui pendant pas mal d'années. Et alors qu'il sort en fait de cet état-là, ils se retrouvent tous les deux confrontés à un ensemble de prédateurs surnaturels très inquiétant, et ils vont évoluer en fait dans une aventure entre un monde cauchemardesque et extrêmement inquiétant et la réalité qui est contaminée en fait par ces créatures-là. C'est un comics qui parle de folie, qui parle vraiment de cette frontière très ténue qui peut exister entre des esprits saints et des esprits qui vont sombrer, et c'est une histoire en fait qui va justement traduire ce glissement dans la folie par des délires visuels très impressionnants. Alors ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont l'ensemble des éléments narratifs et graphiques qui sont utilisés par l'équipe artistique pour donner au lecteur et faire vivre au lecteur cette sensation de folie, cette sensation des personnages qui peuvent perdre pied et avoir l'impression que le monde autour d'eux devient totalement irréel et cauchemardesque. Alors la première chose, c'est avec le personnage de Nimblejack, là que vous voyez à gauche, qui est ce premier prédateur qui vient s'introduire dans la vie des gens de manière presque aléatoire, on a l'impression, qui a ce physique un peu à la Joker, encore plus inquiétant moi je trouve, qui est un peu contorsionniste, qui est capable de se plier dans tous les sens pour arriver, de se déformer pour arriver à rentrer dans des lieux, et qui vient s'introduire dans la vie des gens pour influer sur eux, soit en restant invisible, soit au contraire en se manifestant auprès d'eux, et on voit comment très facilement il les fait basculer dans la folie, voire dans l'automutilation, le suicide, etc. Et je trouve du coup que la façon dont notamment on voit dans la page de gauche avec ce premier effet de fisheye, un peu donc d'image un peu déformée, on est immédiatement dans une distorsion de la réalité. Et cette intrusion de ce personnage surnaturel dans le quotidien fait que finalement c'est une représentation graphique et un peu métaphorique intéressante de la façon dont la folie en fait peut de manière insidieuse aussi rentrer dans la vie des gens, si je puis dire. Et c'est vrai que ce personnage là se comporte un petit peu comme un peu comme une idée, justement comme une idée insidieuse qui rentrerait, qui commencerait à s'infiltrer dans l'esprit des gens, et c'est très souvent représenté par la façon dont il va tordre son corps, dont il va arriver à s'approcher de manière très intime, très proche des personnages, et ça renforce justement une angoisse, je trouve, très très forte, parce que on a l'impression que rien ne peut l'arrêter et qu'il peut s'approcher très très près des gens sans qu'ils ne s'en rendent compte. Donc là on voit comment, encore une fois sur la page de gauche, il peut rester et s'incruster, on va dire, chez les gens, et puis il a toujours finalement cette présence au-dessus d'eux, menaçante, et comme il est très imprévisible, on ne sait jamais justement à quel moment il va frapper les personnages. Et l'autre type de prédateur qu'on va découvrir aussi, c'est un petit peu plus tard dans le deuxième arc, il s'appelle Swivel. Donc il a cette apparence délirante, que je trouve absolument géniale et cauchemardesque, encore une fois, puisque son visage est composé d'un ensemble de doigts. En fait, on va le voir un petit peu plus loin, en plus gros plan, c'est un design vraiment magnifique. Et lui, c'est aussi un personnage qui semble évoluer et pouvoir évoluer dans le quotidien,
finalement sans se faire remarquer, et en interagissant de manière brutale à des moments avec les gens autour de lui. On va le voir un petit peu plus loin. Et là, encore une fois, qu'il y a la possibilité d'aller le soir, rentrer chez le héros, être juste à côté de lui, sans que sa présence ne soit détectée. Et c'est vraiment, je pense, le premier élément qui fait que dans Colder, on a cette dimension très inquiétante, c'est cette surpuissance des prédateurs surnaturels qui peuvent très facilement se rapprocher des héros, très facilement les attraper ou déformer la réalité autour d'eux, et donc les mettre en danger à tout moment, quoi. Donc là, je vous disais, sur cette planche, on voit comment ce personnage de Swivel, que l'on voit apparaître pour la première fois, est dans une scène de rue classique, hein, en plus avec une colorisation plutôt jolie, mais lui, on voit qu'il est, le seul élément inquiétant, d'abord par cette silhouette à droite dans la première case, qui est entièrement en ombre, mais dont on voit déjà des doigts très inquiétants, un peu très griffus en fait. Donc c'est vrai qu'il contraste immédiatement avec le reste de la rue en fait, et notamment des couleurs automnales, etc. Et puis ce qui est intéressant, et cette page-là, elle montre aussi à quel point cette BD elle est extrêmement bien mise en scène dans son découpage. Je ne sais pas quel est l'apport du scénariste ou l'apport du dessinateur Ron Ferreira, mais c'est vraiment un comics qui est vraiment très très bien mis en scène avec des très bons découpages. Là on voit comment finalement une scène qui a l'air assez anodine dans son découpage commence à nous montrer l'obsession du personnage de Swivel pour les doigts, et une obsession qui est plus que macabre et gore, on va le voir après, mais juste avec le fait d'avoir multiplié les petits plans, de gros plans en fait, on va dire, sur les doigts, et sur la façon dont les gens, notamment avec cette femme qui fait un doigt d'honneur, où en fait il y a cet effet d'agrandissement un peu presque du doigt qu'elle fait, et aussi de l'insistance du personnage à regarder finalement que les doigts de tous les gens autour de lui, fait que on commence à avoir l'angoisse qui commence à monter par rapport à ça. Et puis le dernier plan qui montre sa propre bouche, qui est non pas hérissée de dents mais hérissée de doigts pointus, nous fait comprendre que voilà, cette thématique, on va dire, ou cette obsession des doigts, elle fait aussi physiquement partie du personnage. Et voilà, je trouve que c'est ce qu'arrive à faire cette BD, c'est de créer systématiquement ce choc permanent entre une réalité que l'on pourrait trouver plutôt agréable à l'œil, avec ces couleurs pastel, vraiment très très bien travaillées, et puis d'un coup l'immersion d'une violence, voire du gore, on va le voir après, qui vient apporter un contraste et une horreur extrêmement organique en fait. Alors, comme je vous disais, en fait, les personnages des clans Aerys vont être amenés à basculer de temps en temps dans une réalité parallèle cauchemardesque, en fait, qui représente justement ce monde où, en gros, où vont les esprits qui deviennent fous, et dans lesquels ils vont être amenés à se transformer. Donc on voit le type de créatures qu'ils deviennent après sur la page de droite. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cette cité, elle est extrêmement impressionnante. C'est un personnage à part entière dans ce récit, puisqu'il va y avoir des scènes assez importantes dessus, mais en plus, elle va contribuer à cette désorientation du lecteur, puisqu'elle possède ses propres règles. On va le voir un peu après dans les propres règles physiques, mais aussi elle va finalement donner toujours l'impression d'être une menace permanente pour les personnages. Donc déjà, il y a le point architecture qui est vraiment génial. En fait, on n'est pas juste dans une cité gothique, on est dans une cité en pleine décrépitude, où les immeubles sont devenus fous finalement, où l'architecture est devenue folle elle-même, puisqu'on a des superpositions d'immeubles complètement différents, qui sont dans des sens différents, on a des immeubles qui sont grignotés. Là aussi, c'est une idée assez géniale de faire que finalement cette ville, elle aussi, en fait, a perdu la raison, et donc est composée n'importe comment, et devient une espèce de dédale inquiétant, et en même temps à moitié détruit. Et puis il y a ces créatures qu'on voit sur la droite, qui errent dans les rues. Ça aussi, c'est un autre aspect hyper intéressant de ce monde parallèle, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque coin de rue, il peut y avoir un monstre difforme qui surgit et qui attaque les personnages, et un petit peu un univers un peu qui fait penser un petit peu à Silent Hill, avec ses corps déformés, ces personnages très très inquiétants, mais aussi qui m'a fait penser aux bandes dessinées d'Enki Bilal, notamment pour cette teinte
art. Si vous connaissez un peu le travail d'Enki Bilal, en fait, donc La Foire aux Immortels, par exemple, je crois que ça s'appelle la trilogie Nicopole. C'est un univers de science-fiction très sale, avec à la fois des textures très usées, du béton, de la neige, enfin des choses qui sont très salies en fait et très abîmées. Et là on retrouve, j'ai trouvé un petit peu cette patine grise, un peu sépia, etc. Que l'on retrouve dans les dessins d'Enki Bilal, même des fois même dans les formes de visage. Je sais pas si c'est une influence de Juan Ferreira, mais c'est vrai que les designs des nez, des visages et tout me faisaient penser un peu des fois à Enki Bilal. Mais voilà, je trouve que ce type d'approche de colorisation notamment fait beaucoup plus BD franco-belge que ce qu'on a l'habitude de voir dans les comics. Et ça renforce pour moi encore plus le côté inquiétant de cet univers. Alors aussi les autres choses que je trouve intéressante et en tout cas vecteur de ce sentiment un peu de flirter avec la folie, c'est deux choses. Il y a d'abord la façon dont Juan Ferreira jongle avec les angles de vue. Là on le voit encore sur la page de droite, il y a encore cet effet fisheye de déformation dans cette vue aérienne au-dessus de la galerie qu'arpente le héros. Il le fait assez fréquemment, d'utiliser des perspectives comme ça. On le voit aussi en bas de la page de droite et puis en haut de la page de droite pardon, et en bas de la page de gauche. Toujours utiliser ces grandes perspectives, mais légèrement les déformer, comme si on ne pouvait à la fois pacifier, mais aussi parce que aussi nous-mêmes on était en train de perdre la raison et de perdre une capacité à voir correctement les choses. C'est quelque chose qui fait penser un petit peu à l'école impressionniste allemande dans le cinéma, où justement il y avait cet usage de perspectives complètement faussées et qui déstabilisait un petit peu le spectateur. Je vous renvoie à un film magnifique qui s'appelle Le cabinet du Dr Caligari, je crois, qui utilise ce procédé et qui est vraiment, vraiment génial visuellement. Mais là on a un peu toujours cette sensation là, et en fait comme en même temps tout est rendu au niveau architecture de manière très réaliste, je trouve que ça renforce encore plus cette perception que l'on a d'un décor qui se dérobe. Et puis il y a un autre aspect que je vais développer un petit peu après aussi, mais que l'on voit déjà ici avec ces espèces de gros chiens que vous voyez peut-être en bas de la page de droite, c'est qu'ils ont le corps en fait en forme de main. Et là encore une fois, c'est ce côté grotesque et difforme que Juan Ferreira et donc toute l'équipe aussi vont introduire dans ce récit, et qui va faire que on n'est pas face à des monstres classiques, on n'est pas face à des figures traditionnelles du fantastique, on va être vraiment dans quelque chose de très innovant et aussi très perturbant, parce que justement dans la difformité, dans le grotesque, et aussi dans une forme d'absurdité dans la déformation des corps. Alors comme je vous le disais, justement cet univers parallèle cauchemardesque va permettre à l'équipe artistique de faire un peu tout ce qu'elle veut, tout en restant finalement cohérente par rapport à ce qui s'y passe. Donc là on voit l'affrontement entre Declan et Nimblejack, dans lequel ils vont croiser des figures traditionnelles, on va dire le loup-garou, presque une créature de Frankenstein géante, et en même temps où on va avoir un affrontement qui est physique et qui montre, comme je vous le disais, à quel point la ville défie l'entendement en termes de règles physiques, puisqu'on voit dans la page de droite Declan qui est projeté par une fenêtre, mais qui s'avère être finalement une sorte de plafond, puisqu'il se retrouve finalement à chuter à la verticale alors qu'il a été projeté à l'horizontale. C'est ces petites ruptures dans la perception des personnages aussi qui vont contribuer plusieurs fois dans le comics à montrer comment cette réalité autour d'eux va se tordre. Alors justement, l'exemple avant montre aussi qu'il y a une vraie réflexion des artistes sur le storytelling en fait dans ce comics, et là c'est le cas encore une fois avec cette double page qui est quelque part assez fausse, on va dire, artistiquement, parce qu'on peut voir que les proportions des personnages et des pièces ne sont pas du tout respectées. Ça a déjà été fait, hein, je crois d'ailleurs, je vais en parler un petit peu après, mais dans le Nightwing, dans un épisode de Nightwing aussi, où il y a cette idée-là de personnages qui vont évoluer à travers un décor en coupe. Là, en fait, on voit très vite que les perspectives
enfin les proportions des personnages, notamment dans le premier niveau, vont devoir être réduites au fur et à mesure qu'ils évoluent, parce que lorsqu'ils arrivent dans la tranche du milieu, ils doivent être beaucoup plus petits pour pouvoir s'adapter et rester proportionnels avec les personnages qui sont mis en scène. Mais pour autant, il y a cette volonté de créer une continuité narrative, comme si on les voyait effectivement se déplacer à travers l'immeuble vu en coupe. Donc même si effectivement les perspectives sont un peu différentes, ou encore une fois on voit comment l'artiste a un petit peu triché, entre guillemets, pour arriver à donner vie à cette séquence et à la rendre lisible. Pour autant, je la trouve absolument géniale, pas innovante, parce que j'ai déjà vu un petit peu ça, notamment je vous renvoie à un super épisode d'Alan Moore dans Tomorrow Stories, je crois, donc chez ABC Comics, où il avait raconté aussi une histoire en 3 niveaux comme ça, et c'est vraiment brillant, avec Rick Veitch au dessin, je crois. Mais voilà, c'est quand même extrêmement bien fait, c'est bien intégré. En plus, ça sert le récit, puisqu'on voit vraiment que le personnage de Nimblejack est en train de montrer quelque chose à Declan. Donc en fait, c'est comme une espèce de flashback qu'ils arrivent à suivre à travers les fenêtres d'un lieu où ça s'est passé. Donc voilà, et puis le fait que finalement il y a un peu de triche, on va dire, sur les perspectives, sur tout ça, ça va aussi avec le côté finalement distorsion de la réalité que l'on suit déjà et auquel on s'habitue en fait dans la narration de Colder, pardon. Alors je pouvais pas résister à l'idée de vous mettre cette double page absolument magnifique et qui, encore une fois, montre l'immense travail graphique sur ce titre, qui rien que ça ne peut que vous encourager à lui donner sa chance, outre le fait que l'histoire soit vraiment bien. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on ouvre un comics dans lequel on trouve ce niveau de recherche, là à la fois avec les effets de déformation dont je vous parlais, mais aussi cette représentation du décor, cette espèce de décor d'opéra là qui est magnifique. Le travail sur les lumières aussi est aussi très important, donc avec les couleurs, il y a une palette extraordinaire dans cette série qui est très lumineuse, mais qui arrive à créer aussi une ambiance très désaturée, très apocalyptique en fait, qui va vraiment bien. Et puis encore une fois une mise en scène de quelque chose d'assez angoissant, tous ces gens dans la salle avec un seul gros œil, etc. Encore une fois, voilà ce côté grotesque des personnages qui m'a fait penser, je vous disais, à Silent Hill, mais aussi à une des sources d'inspiration de Silent Hill qui est l'échelle de Jacob, un film en fait qui justement dépeint la descente un peu dans la folie ou dans le surnaturel, le doute est permis, d'un ancien soldat. Voilà, on retrouve un petit peu ça, et encore une fois, ça crée un climat et une ambiance extrêmement angoissante, même si qui fait que la série arrive à créer tout le temps un effet de malaise sans forcément systématiquement recourir au gore. Il y a des scènes gore, on va le voir après, mais pour autant, elle ne fait pas que ça, et c'est en ça que je la trouve vraiment intéressante, parce qu'elle va utiliser un petit peu tous ces atouts-là pour arriver à créer une ambiance permanente d'angoisse. Alors là, attention, il faut écarter les âmes sensibles, on va commencer à rentrer dans quelques scènes gore, notamment avec celle-ci qui est à la fois horrible et en même temps très drôle. Horrible parce que effectivement c'est un personnage qui est tué de manière tout à fait random par la chute d'un autre. Donc encore une fois, il y a quelque chose de terrifiant dans l'absurdité de la mort qui survient à un coin de rue comme ça de manière totalement injuste et totalement imprévisible, avec donc cette séquence gore, vraiment du choc entre les deux corps qui font qu'on le voit en haut à droite, ils sont littéralement mêlés en fait. Mais ce que j'ai trouvé drôle, alors c'est de l'humour noir, hein, mais ce que j'ai trouvé drôle et bien trouvé de la part des artistes, mais qui montre à quel point cette série, qui a justement des pieds-pics d'humour comme ça de temps en temps, mais bien tordus, cette série justement veut montrer la folie du monde en fait, c'est que vous avez ce petit détail en haut à gauche, qui est que le personnage qui va se faire tuer est en train d'acheter un bretzel. Donc voilà ce truc tordu qui est entremêlé, et finalement au moment où il va le manger, il se fait éclater par la femme qui tombe du toit, et finalement leurs corps finissent eux aussi emmêlés
presque comme un bretzel dégueulasse et humain. Voilà, et moi ça m'a fait, ça m'a fait rire parce que je trouvais que ce petit détail de mise en scène était quand même bien trouvé et en même temps euh, arrive à contraster finalement, à créer une réaction à la fois d'horreur et en même temps une réflexion sur ce côté inévitable et imprévisible de la mort et en même temps arriver à apporter une touche d'humour. Donc voilà, arriver à enrober tout ça dans une séquence avec des petits détails comme ça, moi je trouve déjà que c'est un petit coup de génie parmi plein de petits coups de génie dans cette série qui est Colder. Alors je vous le disais, Colder réserve ces petits moments bien gore, et bien gore aussi parce que au-delà du côté sang et tripes, comme on peut le voir sur l'image de la page de gauche, là où il y a vraiment quelque chose de bien dégueu avec le personnage de Nimblejack qui sort du corps de quelqu'un d'autre, euh, c'est aussi parce que c'est une horreur extrêmement organique. Qui repose beaucoup sur la déformation des corps, la mutilation. Donc il y a vraiment un malaise très fort qui va se créer sur ces scènes. On n'est pas, j'allais dire, dans une représentation du gore comme on peut le voir dans certains comics comme The Boys ou comme même à une époque sur The Authority, etc., où il y avait une forme de violence avec juste du sang qui gicle ou des impacts, ou même par exemple dans Invincible, où les combats sont quand même très violents et très sanglants. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus malsain parce que c'est de la déformation des corps. Et si vous suivez un peu le cinéma de David Cronenberg ou même par exemple en manga, les mangas de Junji Ito par exemple, qui jouent beaucoup aussi sur cette notion de déformation et de mutilation des corps. Ça crée systématiquement un sentiment d'effroi qui est beaucoup plus perturbant que la simple représentation du sang. Et c'est le créneau qu'a choisi Colder dans beaucoup de séquences, et je trouve qu'ils y excellent, et notamment parce qu'ils arrivent à être très précis dans les détails anatomiques, hein. C'est un peu horrible, mais voilà, ça contribue à renforcer ça, mais aussi parce que, encore une fois, cette dimension grotesque de déformation des corps et tout, a toujours un côté, là on le voit, c'est presque cartoon, et en même temps c'est absolument horrible, la façon dont le personnage sort de la peau de l'autre, la première case notamment, avec cette déformation, encore une fois, de l'angle de vue, comme si pour montrer qu'il pousse de l'intérieur, en fait, c'est absolument horrible. Et pour autant, ça fonctionne, et il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de, du coup, cette idée que c'est du gore spectacle. Là, on est dans vraiment forcément quelque chose qui met mal à l'aise, et je trouve que c'est une bonne réussite dans cette série. Voilà, et je vais terminer cette petite chronique sur Colder avec déjà, d'une part, je vous parlais tout à l'heure du design de ce personnage qui est dans le deuxième arc, qui est aussi un prédateur avec cette obsession pour les doigts. Bah, voilà, ce design il est vraiment excellent. D'ailleurs, il y a les bonus à la fin qui montrent comment les différentes étapes de design de ce personnage là. C'est un visage vraiment unique à ma connaissance, qui m'a fait penser un tout petit peu au Creeper dans le film Jeepers Creepers, un petit peu avec cette capacité, on va dire, un peu à ouvrir le visage avec des espèces de doigts. Mais voilà, sinon à part ça, son apparence elle est délirante, elle est extrêmement bien pensée. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est liée à l'obsession de ce personnage-là pour les doigts. Et puis on le voit aussi, je parlais de cette déformation des corps, ces mutilations, on le voit dans la scène de la page de droite là, comment il va à un moment donné, parce qu'il a cette obsession de faire pousser des doigts, vous verrez, c'est extrêmement glauque, euh, il va finalement broyer et presser des êtres vivants, et vous voyez qu'il est sans pitié aussi bien avec les enfants, les animaux, que cette femme à qui il tord la jambe, etc. Donc il y a toujours ce côté très très angoissant de ce que subit le corps
Est-ce que voilà la façon dont ces corps sont martyrisés, déformés, abîmés, mutilés tout au long de ce comics, et qui montre aussi que c'est ça finalement peut-être la grande réussite, je trouve, c'est que en vous amenant en tant que lecteur à vous confronter à ces images extrêmement cauchemardesques que votre esprit n'a pas demandé le matin en se réveillant, je pense que c'est une bonne façon finalement de traduire ce que peut être la bascule dans la folie. En tout cas de vous faire comprendre ça, puisque en représentant de temps en temps des choses assez insoutenables, mais aussi en montrant l'absurdité, en pointant le décalage, le côté presque humour absurde aussi qui se dégage de certaines situations, je trouve que c'est une très bonne façon de représenter ce que peut être le basculement dans une folie meurtrière ou dans une folie qui fait complètement décrocher de la réalité. Il y a plusieurs personnages d'ailleurs dans le comics qui sont comme ça totalement brisés en fait mentalement, et qui tiennent des propos incohérents. Je trouve que c'est parfaitement bien représenté, et c'est en ça que je trouve que ce comics est une vraie réussite là-dessus, au-delà de son histoire, encore une fois, qui est vraiment intéressante, mais c'est que ça faisait longtemps, de mémoire comme ça, que j'avais pas lu un comics où je trouvais que justement la proposition graphique était en parfaite adéquation avec la sensation qu'on essayait de vous faire ressentir dans l'histoire, qui était cette perte des repères, cette confrontation à l'horreur, cette idée que votre réalité elle peut être tordue et distordue et modifiée et altérée à tout moment. Voilà, ça se retrouve vraiment bien dans ce comics visuellement, donc c'est un peu plus de 400 pages. Et c'est vraiment une histoire qui va vous laisser des images en tête, mais pas au sens juste parce que c'est gore ou traumatisant, mais aussi parce qu'il y a une ambiance vraiment viscérale, très organique, et en même temps très cérébrale aussi dans ce qui est la perte de la raison. Que je trouve vraiment bien faite et que je vous encourage à voir. Et puis il y a des prouesses en termes de dessin, de découpage. Là je vous ai montré que quelques pages, mais je me suis retenu de vous en montrer d'autres pour pas vous spoiler, mais il y a des trucs vraiment magnifiques. Vous verrez, il y a une séquence avec on va dire un avion en papier, mais qui est pas fait avec du papier, qui est absolument encore une fois drôle et horrible, et voilà, qui est parfaitement bien découpé. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas trop sensible à ce genre d'horreur, à tenter Colder. C'est vraiment une très très bonne série. Alors vous en doutez, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de Mike Mignola, mais je cherchais un petit peu une façon de l'aborder. Déjà d'une part parce que j'ai écrit une série d'articles sur le site lescomics.fr pour parler de l'évolution en fait de son style depuis ses premiers boulots sur Rocket Raccoon jusqu'à ses séries de Medieval Fantasy. Et je cherchais un petit peu comment parler d'Hellboy, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Hellboy. Là, je vais faire juste un focus sur un point, parce qu'il y a énormément de choses à dire, et je vais pas vous mentir, c'est un peu intimidant, et beaucoup de gens ont beaucoup analysé le style de Mike Mignola, donc j'y reviendrai ponctuellement selon des angles différents. Mais là, je voulais parler d'un point qui était l'évolution du design d'Hellboy, qui est finalement parti d'un personnage très mastodonte, un peu en triangle inversé, et qui au fil des années a vu son design qui a beaucoup changé, et son physique qui s'est finalement qui est devenu de plus en plus fin, et ça, voilà, je trouve intéressant de suivre un petit peu cette évolution et de vous en parler. Alors si vous avez les premiers numéros d'Hellboy, en fait, notamment le TPB, les graines de la destruction, enfin Seed of Destruction, il y a à la fin des bonus qui expliquent un petit peu la jeunesse du personnage. Et en fait, parmi les premiers dessins qu'a fait Mike Mignola, il y avait donc ce concept d'équipe qu'il avait en tête. On voit sur la page de gauche avec le personnage qui va devenir Hellboy, qui était cette espèce de démon mastodonte en fond. Et là, on voyait vraiment que l'approche, elle était plus comics traditionnelle, on va dire. Il y avait déjà Abe Sapien qui était là, et puis d'autres personnages qui ont été ensuite utilisés dans d'autres séries scénarisées par Mike Mignola. Et donc Hellboy avait déjà cet aspect un peu de grand singe massif, un peu démon, avec sa fameuse main en pierre. Et dans le dessin de droite, qui était aussi un des dessins promo qu'il avait essayé de faire d'Hellboy, mais qu'il avait un peu abandonné parce qu'il n'était pas satisfait de la main justement de sa main droite et la façon dont il avait représenté cette main. Mais on reste sur cette approche d'un personnage extrêmement massif,
et qui est avec une anatomie et des muscles très très marqués dans le, j'allais dire dans le la logique qui était celle de la création initiale d'Hellboy, qui était de personnages de comics un peu traditionnels. Mignola sortait de X-Force et de différents boulots qu'il avait fait, où il était quand même déjà dans une épure et une recherche de forme d'abstraction dans son dessin, mais quand même avec une anatomie qui restait assez traditionnelle. Et donc là, on est encore dans cette base-là. Vous avez pu voir aussi que, effectivement, quand il a commencé à poser le design presque définitif d'Hellboy, que ce soit dans la pin-up de gauche ou dans la première page de une des premières mini-histoires qu'il a faites pour tester un petit peu le personnage, on restait encore une fois dans ce personnage très massif, et puis qui avait ce corps un petit peu en triangle inversé, comme je le disais, c'est-à-dire que vraiment les épaules sont très très larges, la taille s'affine un petit peu, et d'ailleurs, il a beaucoup travaillé sur cette silhouette, puisqu'au début, les premières apparitions d'Hellboy, il n'a pas de manteau. Il apparaît vraiment torse nu, et c'est après qu'il lui ajoute ce manteau et qu'il va commencer à en faire un élément distinctif. Et d'ailleurs, ce manteau va jouer un rôle très important, on va le voir dans la silhouette d'Hellboy, puisque justement quand elle va évoluer, c'est lui qui va très souvent délimiter sa silhouette, alors qu'à la base, et que ce soit ici là dans la première page à droite, ou dans son apparition dans les Next Men de John Byrne, il n'avait pas ce manteau-là, et donc on était plus dans cette apparence un peu de gros gorille massif, quoi. Alors dans cette première mini-série, en fait, Seed of Destruction, qui est scénarisée par John Byrne, dès le départ, en fait, le personnage d'Hellboy est effectivement a un look déjà un peu posé, il a son manteau, il a cette main de pierre, et puis ces pecs énormes qui d'ailleurs ont été repris après visuellement dans le film, en fait, hein, avec les deux films de Guillermo del Toro. Il a ce physique assez massif, ce torse très large et ses jambes un peu plus fines. Et j'ai mis ces deux images côte à côte parce que on voit déjà, aussi parce que la couverture de gauche a été faite plus tard par Mike Mignola, on voit déjà les grosses différences en fait qui existent entre ces deux approches et dans ce style. À gauche, la main de Pierre, elle est beaucoup plus grande, alors qu'elle était un peu petite encore dans la page de droite, qui est une des premières pages d'origine en fait des Graines de la Destruction. Le visage a évolué bien évidemment, parce qu'au fur et à mesure, il est rentré aussi dans une démarche d'abstraction de ce visage, et il l'a construit avec des formes beaucoup plus géométriques, là où au départ on était dans un visage qui restait encore un petit peu plus réaliste, comme on voit d'ailleurs le professeur en dessous, qui était vraiment dans la logique de l'époque du dessin de Mignola, qui était de faire finalement quelque chose de presque photoréaliste dans les traits, mais qui était complètement stylisé, là où après il est devenu de plus en plus dans une logique d'abstraction de plus en plus marquée, pour ne retenir que certaines lignes et pouvoir représenter un œil, un nez, etc., qu'avec quelques traits. Donc là on voit cette différence, et puis comme je vous disais, cette évolution avec ses épaules très massives à droite, donc dans les premières versions, et puis un corps beaucoup plus ramassé et des épaules beaucoup plus tombantes au fur et à mesure dans son approche, donc dans l'image de gauche. Alors cette approche du personnage massif aussi, elle s'explique par rapport au fait que le personnage d'Hellboy est un personnage très physique en fait, hein, même s'il utilise de temps en temps une arme quand les créatures les laissent s'en servir, comme c'est pas le cas ici. C'est un personnage qui fonctionne à coups de patates, quoi, patates de forain dans la gueule, et donc ça allait en fait, cette physicalité allait bien avec ce côté très massif du personnage, ses bras énormes, on le voit là dans l'image en bas à droite, ce biceps et cet avant-bras énorme, ses épaules et tout, et puis ça donnait aussi un look finalement assez intéressant au personnage, qui n'avait pas un physique d'Apollon façon Thor ou Captain America. En fait, il avait ce côté un peu trapu, très massif en haut, mais avec des jambes un petit peu plus petites, qui vont devenir encore plus petites et osseuses au fur et à mesure d'évolution du style. Mais ça donnait immédiatement cette impression qu'il avait énormément d'impact, et je pense aussi que l'influence de Kirby était là aussi, parce que finalement il faisait aussi penser à la chose des 4 Fantastiques, avec ce corps très massif et puis ses jambes un petit peu plus petites, qu'on peut retrouver ici. Donc là on est vraiment, j'allais dire, dans la représentation d'Hellboy que tout le monde a connu au début, et qui était encore finalement très super héroïque, on va dire, par certains aspects.
Alors je vais pas dérouler tous les séries ou tous les épisodes d'Hellboy, hein, mais là on passe à Wake the Devil, qui est l'autre mini-série qui est arrivée après Seed of Destruction, et là où il est, il me semble, scénariste tout seul, en fait, Mike Mignola. Et là on voit déjà dans cette couverture, encore une fois, le look a déjà pas mal évolué. Et on va le voir, c'est encore une fois des évolutions un petit peu subtiles. Mais on commence déjà à se rapprocher un peu de ce que va devenir Hellboy, et il va y avoir un peu toute cette période où justement Mignola va s'éloigner du Hellboy qu'on vient de voir précédemment, donc très physique, très musclé, et va commencer à affiner un petit peu ça, s'éloigner du look super-héros, enfin on va dire des proportions super-héroïques, mais va avoir une longue période où il va rester quand même un personnage physiquement impressionnant. Donc là, vous pouvez voir que effectivement, la musculature est quand même légèrement différente. On commence déjà à rentrer dans une approche un petit peu plus géométrique dans les designs, mais on a encore des fondamentaux. C'est-à-dire que le buste reste un bloc, les jambes sont un petit peu plus petites. On le voit notamment dans la silhouette dans la page de gauche. Elle commence à être un petit peu plus petite, la main est un petit peu plus marquée, encore un petit peu plus grande, mais on reste quand même dans un beau bébé, avec des épaules encore un peu marquées, mais un petit peu moins large, en tout cas moins dans une représentation, on va dire plus traditionnelle. Et je trouve que justement c'est dans cette page on voit comment Mike Mignola commence à s'affranchir aussi d'une certaine façon de représenter l'anatomie, qui se voulait un petit peu plus un peu plus réaliste avant, mais là qui va devenir de plus en plus réinventé. Réinventé, pas au sens où il ne connaît plus l'anatomie, parce que en fait, si vous avez vu ses précédents travaux, c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement, mais justement un petit peu comme l'a fait Kirby, cette capacité à travailler sur les formes, sur les silhouettes, sur les impacts et sur la composition, et juste de rendre l'anatomie crédible sans être parfaitement réaliste. Et là, on le voit dans cet affrontement contre, je crois que c'est Hécate, que dans la posture des épaules, dans les abdominaux, etc., on n'est plus du tout dans une représentation très juste anatomiquement. On comprend exactement ce que sont ces muscles, mais on est vraiment plus dans la recherche d'une forme. Et d'ailleurs, le buste d'Hellboy devient un bloc presque sculpté, en fait, notamment sur la dernière case de la page de droite, on voit vraiment ce bloc massif et ses petites jambes, et on voit aussi ses genoux qui commencent à être de plus en plus carrés, comme le faisait un peu Kirby aussi, et c'est quelque chose qui va être encore plus accentué au fur et à mesure dans le design d'Hellboy. Et d'ailleurs, petit point, c'est toujours un contraste que j'ai trouvé assez saisissant dans Hellboy. On le voit dans la page de gauche, en haut, c'est cette représentation quasi photographique des statues, des masques, de tout un tas d'éléments d'architecture, etc. Par rapport qui contraste en fait avec une représentation à l'inverse, totalement réinterprétée et très épurée et très stylisée des personnages, des humains et des démons, etc. Et ce contraste-là, qui était moins flagrant dans les premiers parce qu'il restait dans un certain réalisme, je trouve, dans la traduction des personnages, plus il avance et plus il arrive à être dans la synthèse la plus absolue des formes et des visages et tout, mais plus il va quand même arriver à conserver un certain réalisme dans certaines représentations de statues, etc. Même si on va le voir, il va s'affranchir aussi de plus en plus des détails. On va passer aussi rapidement sur des petites nouvelles qu'il a faites un petit peu après aussi. J'ai sélectionné quelques pages, notamment certaines de The Island, qui racontent la période où Hellboy va se perdre en mer et va disparaître pendant un temps après avoir quitté le BPRD, etc. Parce que on a là encore une traduction de plus en plus synthétique du style, où là vraiment l'aspect géométrique en fait de la construction du dessin va devenir de plus en plus flagrante. Alors cette double page justement, il y a deux choses que je trouve intéressantes pour dérouler un petit peu encore ce raisonnement, c'est que
on commence à retrouver quelque chose qui va être très 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 récurrent après chez Mignola, c'est ces silhouettes très épurées, sans épaules, qui ressemblent à des bâtonnets un petit peu. Donc on a, alors je sais pas ce qui est une méduse, je me souviens plus exactement quel est ce personnage-là, à droite avec le drapé et les cheveux en serpent. Et puis ce Hellboy aussi qui commence à avoir ses épaules, je vous disais, très tombantes, et donc il commence lui aussi à avoir cette silhouette avec la tête proéminente et puis les épaules qui tombent. Et donc cette silhouette en pyramide, qui est donc l'inverse de la construction initiale du personnage, mais qui va sembler... devenir de plus en plus accentué dans le personnage. Alors je me suis posé la question de cette évolution. Alors j'ai pas la réponse, hein, j'ai pas trouvé d'éléments de réponse là-dessus, mais j'ai deux hypothèses complètement farfelues, mais qui me plaisent bien quelque part. La première, c'est que il y a une évolution psychologique du personnage qui quitte le BPRD qui est assez désabusé, et qui part dans une espèce de quête de son identité, de son but dans la vie. Et finalement, ses épaules qui disparaissent et qui tombent donnent l'impression d'une espèce de relâchement, j'allais dire de nonchalance par rapport à la façon d'approcher la vie, mais aussi d'une forme de résignation face à un destin qu'il ne connaît pas en fait, ou en tout cas qu'il essaie d'éviter par certains aspects. Et je trouve que ça renforce, ça donne à sa silhouette quelque chose de, non pas de puissant, mais de très mélancolique en fait, d'un personnage qui errait un petit peu comme ça dans des zones. Et je trouve que lorsqu'il y a ces plans, comme ici, je crois que ça se passe en Afrique, où il est justement juste en détachement un petit peu du décor avec les nuages derrière, etc. Il y a ce côté un petit peu très, voilà, très mélancolique, très personnage contemplatif, et non pas super-héros massif. Et donc j'aime bien cette idée-là, parce que ça correspond un peu à l'évolution du personnage, que physiquement il ne soit plus cette bête de combat qu'on a connue au début, mais plutôt un être un peu tourmenté et un peu justement nonchalant par rapport à la vie. Et puis ma seconde hypothèse, c'est que on a... alors je sais pas si Mignola avait prévu ça ou pas, mais on sait maintenant avec le recul qu'on se dirige vers, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas lu Hellboy, partez vite, on se dirige vers un destin, ça y est vous êtes parti, c'est bon, vers un destin funeste pour le personnage d'Hellboy, et donc on a aussi l'impression, et ça va être très marqué je trouve très logiquement dans la saga Hellboy in Hell, on a l'impression qu'il devient presque un fantôme à son tour, et qui a presque un amaigrissement. D'ailleurs, je vais vous montrer une ou deux images un peu après aussi, où il y a ce côté très cadavérique dans la représentation du personnage. Et du coup, voilà, je me suis dit peut-être que c'était ça aussi l'idée de faire évoluer le personnage physiquement pour montrer comment lui-même ne devient ou va devenir une espèce de fantôme qui traverse le monde et qui va perdre en réalité, en consistance, quoi. Alors un petit détour rapide par une des dernières grosses mini-séries signée par Mignola qui s'appelle Conqueror Worm, donc le ver conquérant je crois, où là effectivement on est vraiment dans la silhouette et dans le style du personnage. C'est plutôt un gros blockbuster, et pour autant on le voit dans les scènes d'action, le personnage ne se comporte plus du tout de la même façon. Il a effectivement ses épaules tombantes, il a toujours ce corps massif, mais plus du tout avec des pectoraux surdimensionnés, donc on est plutôt presque dans un petit côté un peu pépère de physique, voilà, pas de grand sportif, et pour autant le personnage ne perd pas forcément de sa puissance et de son côté impressionnant, mais on est là je pense dans l'avant-dernière étape de transformation du personnage avant Hellboy in Hell. Voilà, et donc dans cette saga où Hellboy traverse les enfers, il va y vivre plein de petites aventures. Je vous ai mis à la fois la couverture, mais aussi cette représentation que je vous disais très cadavérique du personnage qui donc est censé être décédé à la fin de la trilogie dessinée par Duncan Freghedo, et puis qui donc là a cette représentation qui n'est plus presque un squelette avec ce grand manteau et cette main de pierre, et voilà, et je trouve que ce design est finalement c'est la même silhouette presque que ce qu'il a trimballé jusqu'à présent, en tout cas qu'on a vu se développer au fur et à mesure.
On voit même dans la couverture aussi qu'il y a déjà ce côté très affiné du personnage, et ça va se voir vraiment, puisque le travail de Mignola dans Hellboy in Hell est encore plus, j'allais dire, stylisé, encore plus abstrait, encore plus minimaliste, et ça va se voir dans les designs d'Hellboy. Donc là, voilà, je vous parlais tout à l'heure de ces silhouettes très marquées, en pointe un petit peu. C'est vraiment une partie de l'histoire d'Hellboy dans laquelle on va retrouver très souvent ce type de silhouette, personnages qui soient drapés ou autres d'ailleurs, mais qui ont vraiment ce côté très fantomatique, finalement d'âme errante, puisque tout se passe en enfer. Et Hellboy lui-même commence à avoir cette silhouette-là. Et puis ce qu'on remarque aussi, c'est que même si cette série réserve quand même son lot de scènes d'action, on va le voir un peu après, mais c'est aussi une partie en fait dans laquelle cette mélancolie dont je parlais, ce côté finalement très dépressif un peu du personnage, se retrouve. Au début, on était quand même sur un personnage d'Hellboy où il y avait un petit peu de comédie, où il y avait un petit peu de côté personnage qui foutait des coups de poing avant de réfléchir. Là, on est dans autre chose. On est dans un personnage, j'allais dire, qui erre, qui traîne comme un fantôme, effectivement, en enfer, et qui passe d'un lieu à un autre, qui se laisse complètement porter un petit peu par les événements, et ça se retrouve encore une fois dans l'approche de cette silhouette. Même sa main, en fait, de pierre, qui est une arme à la base, semble être portée ou trimballée, j'allais dire, comme on porterait un sac, en fait, quelque chose qu'il n'utilise plus trop. Et d'ailleurs, la palette de couleurs utilisée, je crois que c'est Dave Stewart quand même qui a colorisé tout ça, est très marquée et très intéressante là-dessus, puisque au fur et à mesure, Hellboy est dépouillé de sa couleur rouge, très pétante dans beaucoup de cases, pour avoir des teintes effectivement beaucoup plus ternes, et qui le rendent finalement presque, on le voit notamment dans ce bleu page, presque en ton sur ton avec le décor dans lequel il se trouve. Alors bien sûr, Hellboy in Hell n'est pas exempt de scènes d'action, mais j'ai retenu cet exemple-là parce que même si on retrouve beaucoup de choses que l'on a pu voir précédemment dans Hellboy, c'est-à-dire on a ces petites cases qui viennent montrer des éléments qui de temps suspendu, en fait, des éléments volent dans les airs. On a ces gros plans sur les personnages, les visages des personnages sur la page de droite qui attaquent Hellboy. On a ces moments de silence aussi, parce que là on est clairement dans une page où il n'y a pas de dialogue. Pour autant, les scènes d'action restent sur un principe effectivement de grosses bastons à coups de mandale, et pourtant on n'est pas dans la même énergie. On a l'impression que le personnage est moins puissant, et on n'est pas du tout dans les types d'affrontements qu'on a pu voir. Alors là-dessus, c'est vrai qu'on peut se poser la question si c'est Mignola qui stagne un petit peu dans la mise en scène de ces affrontements, si c'est vraiment important. J'ai pas le souvenir que dans Hellboy in Hell, il y ait vraiment des affrontements très marqués et très marquants. On reste dans quelque chose qui à chaque fois paraît un peu anecdotique. Donc voilà, c'est peut-être aussi dans la tonalité de la série que de mettre moins l'accent sur le côté action, et de mettre plus sur, encore une fois, le côté mélancolique de l'intrigue. Voilà, et pour finir, donc cette dernière page qui montre un Hellboy vraiment cadavérique pour le coup, qui est dans la dernière partie en fait de la mini-série Hellboy in Hell, enfin maxi-série plutôt, parce que je crois qu'il y a 8 ou 9 épisodes. Et donc là, on est vraiment dans la version la plus décharnée, la plus simplifiée du personnage, qui a perdu toute effectivement sa musculature. Et voilà, donc c'est une évolution que je trouve intéressante, parce qu'elle est à la fois le reflet de la démarche artistique de Mike Mignola, qui encore une fois s'est éloigné d'un certain côté comic book dans la représentation des physiques des personnages, pour aller de plus en plus dans des formes géométriques simplifiées, et puis de plus en plus finalement
plus proches finalement de la presque du picto, j'allais dire, c'est un peu exagéré, mais qui sont vraiment dans la simplification pour se limiter juste au nombre de traits nécessaires à la compréhension de la forme, de la matière, de l'objet, etc. Mais aussi une évolution finalement de physique du personnage qui peut aussi traduire et refléter son parcours intérieur et puis son parcours de vie et de mort. Voilà pour Hellboy, j'y reviendrai bien évidemment, il y a plein de choses à dire sur le style de Mike Mignola. Et maintenant, assez parlé du démon rouge, parlons de Nightwing. Alors Nightwing, c'est une des séries Infinite sur lesquelles j'ai lu le plus de commentaires positifs, notamment sur la façon dont Tom Taylor traite du personnage, donne un ton à la série plutôt léger, très axé sur les relations entre Dick Grayson et Barbara Gordon. Et puis aussi sur le travail graphique de Bruno Redondo, notamment, mais pas que, aussi la couleur. Par contre, j'ai pas noté il y a plusieurs coloristes, je crois, et notamment sur ses mises en page, etc. Et je vais y revenir parce que je trouve que c'est un travail qui est assez symptomatique de ce qu'on trouve beaucoup en ce moment, à savoir une certaine excellence technique dans la représentation de l'anatomie des personnages, etc., comme on peut trouver chez Daniel Sampere, Dan Mora, etc. Mais en même temps, il me manque quelque chose, et je trouve que même dans Nightwing, il y a une espèce de côté presque mécanique et un peu froid qui me gêne et qui, en tout cas pour moi, je trouve à certains moments contraste avec la tonalité de la série. Mais je vais essayer d'expliquer ça à travers quelques exemples. Alors la série Nightwing... alors, c'est une série sympathique, on va dire, mais je peux pas dire aujourd'hui que ce soit une série qui me marque narrativement, parce que déjà, d'une part, les antagonistes sont soit pas encore assez développés à ce stade, soit, comme dans le cas de Blockbuster, je trouve un petit peu expédiés, ou en tout cas avec des comportements un peu pas toujours logiques par rapport à l'image que peut donner la menace initiale. Et puis je trouve que même si le personnage de Dick Grayson est un personnage très sympathique et bien écrit en l'occurrence ici, c'est un personnage qui reste un peu lisse pour l'instant, un petit peu trop gendre idéal, un petit peu trop parfait. Alors je dis pas que forcément ça doit être un bad boy ou avoir des traumas comme Batman, c'est justement ce qui le différencie, mais en tout cas ce qu'il est amené à faire dans cette série ne le confronte pas, je trouve, à un ensemble de choix qui justement pourraient challenger sa personnalité plutôt lumineuse et positive. Mais ça reste une série sympathique à lire, pas révolutionnaire mais sympathique, et donc c'est plutôt le côté graphique qui est souvent mis en avant, avec cette idée que y a une mise en scène et une mise en page très expérimentale, ou avec beaucoup d'idées dans les styles, et on voit déjà dans cette double page qu'effectivement il y a cette structure en cases multiples qui est utilisée pour construire plusieurs choses. Alors c'est une structure que je connaissais pas trop en fait, j'avais pas trop vu, qui a ceci d'intéressant qu'effectivement elle permet de glisser des flashbacks, une action au présent qui est racontée, pas une action au présent, pardon, un ensemble de flashbacks qui se croisent, et puis des mises en scène un peu graphiques des personnages, notamment de Nightwing avec la Bat Family ou avec les Teen Titans. Pour autant, la narration est assez confuse, parce qu'il y a un ensemble d'axes un petit peu difficiles à lire. Là, on est un peu guidé par les dialogues, mais en vérité, on pourrait lire ça de bas en haut ou de gauche à droite. Le sens n'est pas forcément évident. Ça peut se justifier parce que les séquences en elles-mêmes sont indépendantes les unes des autres. Mais pour autant, je trouve dommage que la narration en fait n'accompagne pas davantage le lecteur. Encore une fois, c'est bien exécuté en termes de dessin et de construction, mais je me suis interrogé sur l'utilité en fait de cette structure en cases, parce que oui, dans le cas par exemple en haut à gauche du gros plan qui est fait sur la prise de main entre Dick et son père trapéziste, ça peut se comprendre. Après pour le reste, c'est un petit peu plus, je trouve un petit peu alambiqué, mais bon voilà, je vais pas dire que c'est un gadget. Mais en termes de narration et en tout cas en termes de superposition de flashbacks, ça reste graphiquement intéressant sans être pour autant
je trouve une façon extrêmement révolutionnaire ou parfaitement maîtrisée en fait pour faire le lien entre tous ces souvenirs. Alors un des points où je trouve justement Bruno Redondo est vraiment très à l'aise et très balèze, c'est l'expressivité des personnages et justement on va dire le jeu d'acteur qu'il arrive à insuffler dans la plupart du temps à tous les personnages, notamment on le voit dans la page de gauche, les interactions entre Dick Grayson et Barbara Gordon sont vraiment super bien à chaque fois, à la fois, et ce qui est assez difficile à faire, mais là qu'il fait parfaitement bien dans cette série, c'est que ça colle à la fois à ce qui est dit, c'est-à-dire aux lignes de dialogue. Les expressions faciales viennent parfaitement matcher et viennent même apporter un petit truc en plus au dialogue, mais en plus elles sont suffisamment variées et réalistes pour donner cette sensation que les personnages sont vivants, sont comment dire, animés au bon sens du terme, c'est-à-dire animés au sens où ils pourraient être en train de s'animer devant nous, ce qui n'est pas toujours évident dans un monde des comics où souvent les expressions sont beaucoup plus figées, beaucoup plus contenues. Donc là, c'est clairement un truc dans lequel il est très bien, et puis même les postures des personnages, la façon dont il va rendre certains mouvements plutôt réalistes, etc. C'est quelque chose, je trouve, dans lequel il excelle vraiment bien. Alors un autre point aussi qui est où j'ai un peu j'ai un petit peu de mal, mais je vais le développer un petit peu après, c'est que je trouve que c'est une série qui visuellement a une tonalité qui est à la fois cohérente, mais aussi qui est très variée. C'est-à-dire que on le voit, par exemple, j'ai mis ces deux pages parce que on a d'un côté sur la page de gauche quelque chose qui est plutôt traditionnel, avec une posture assez classique de personnage, etc. Et puis un décor qui pour le coup fait très 3D, quoi, enfin très utilisation de modèles 3D, etc. Ça, je vais y revenir. Il y a souvent un contraste, je trouve, entre certains décors qui font modéliser sur SketchUp ou autres logiciels et redessiner par-dessus ou travailler avec des logiciels 3D en tout cas, et un dessin qui, à certains moments en tout cas, fait beaucoup plus naturel, même si je pense que tout est fait à la palette graphique. Hein. Mais voilà, il y a ce contraste-là. Et puis de l'autre, on a la page de droite où là, parce qu'il y a des aplats de noir, parce qu'il y a un travail un petit peu plus épais à l'ancrage, on a l'impression d'être dans quelque chose d'un peu plus organique. Même si les décors, encore une fois, ont un peu le même type de traitement entre ce réalisme, certes très bien fait, mais qui, je trouve, donne un petit côté un peu froid, en fait, à l'ensemble. Donc c'est vrai que et ça sur plusieurs pages en fait, on a cette impression des fois que l'ancrage ou le type d'ancrage varie, on va passer de lignes très fines à des lignes un petit peu plus épaisses, et à des moments j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce de perte de cohérence, ou en tout cas que, notamment en termes d'ancrage, je n'arrive pas à avoir, comme chez d'autres artistes, une cohérence globale dans la proposition, dans le type de trait, dans le type de la façon de gérer les pleins et déliés, etc. Il y a quelque chose, et c'est là où je voulais en venir un petit peu sur d'autres pages aussi, après on va voir, d'un peu mécanique en fait dans la représentation, ce qui pour le coup, je trouve, contraste un peu avec la série, puisque la série en elle-même met en scène un personnage très chaleureux et une ambiance finalement très familiale, plus en plus avec la romance avec Barbara, qui peut-être, en tout cas pour moi, aurait appelé davantage un dessin plus organique, plus spontané, que quelque chose qui est finalement un petit peu froid à certains moments. Alors ces deux pages là, c'était pour effectivement revenir un petit peu sur la façon dont finalement les décors sont traités, et finalement les environnements de la ville de Blondhaven sont traités. Effectivement, ils sont extrêmement réalistes, bien recherchés. Alors encore une fois, je ne sais pas quel est le degré d'utilisation de modèles 3D ou de références photos, etc. Mais il y a toujours quelque chose de très crédible dans cet environnement urbain, ce qui pour le coup intéressant dans une série qui se passe principalement dans les rues, sur les toits, etc. Qui contribue aussi, notamment on le voit sur la page de gauche, à crédibiliser l'environnement, les habitants, leur style, leur look, etc. Là encore une fois, c'est quelque chose d'important, puisque le héros principal est censé les défendre, en tout cas, et vraiment être focalisé sur le fait de servir la ville et servir la communauté, etc. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien, et ça crédibilise le style de la série.
Cela étant dit, il y a quand même un choix de faire quelque chose de plus aussi, et notamment c'est la colorisation qui apporte ça, un côté un petit peu plus pop. On n'est pas dans un réalisme comme par exemple ont pu le faire Frank Miller ou David Mazzucchelli sur Batman Year One en fait. Un réalisme crépusculaire, etc. Là on est dans quelque chose, notamment dans le choix de ces palettes roses, avec plein de couleurs, etc. et tout. Dans quelque chose de beaucoup plus pop, plus léger, dans cette ville toujours très lumineuse, on voit ces arrière-plans toujours très éclairés en fait. Donc ça fait que c'est, je pense, un choix pour donner à la ville de Blüdhaven une identité vraiment différente de Gotham, et donc il y a un côté peut-être un peu plus chaleureux que la ville de Batman. Donc ça marche plutôt bien. Et là, encore une fois, je trouve que le style de Bruno Redondo fonctionne dans la façon dont il design les environnements, le personnage. Même si, là encore, le contraste, même s'il est un petit peu moins marqué ici, mais le contraste entre le type d'ancrage des personnages et des décors, à certains moments, me gêne un peu. Avec quand même un petit clin d'œil qui est sympa, avec la mention à Marv Wolfman et à Georges Pérez, qui sont les gérants de cette pizzeria ouverte 24 h sur 24. Alors là, maintenant, je voudrais aborder un autre point qui est à la fois, je pense, un atout et qui a peut-être une limite aussi dans le style de cette série, c'est le dynamisme. Clairement, il y a pas mal d'actions, beaucoup de combats, arts martiaux, etc. et tout, qui sont, et on le voit sur ces 2 pages par exemple, plutôt bien rendus, en tout cas qui sont travaillés. Que ce soit là dans cet affrontement avec de Nightwing et Robin contre deux adversaires, avec cette chorégraphie, en fait, on voit comment ils ont été suffisamment entraînés pour travailler ensemble et donc pour pouvoir collaborer dans la neutralisation de leurs 2 adversaires, ou dans la page de droite, où l'agilité du personnage est utilisée comme un élément qui permet de guider le lecteur dans une scénographie et un découpage et une construction de page qui va utiliser l'escalier comme base, et qui donc, encore une fois, dans un effet qui est plutôt bien trouvé, très graphique, etc., va permettre d'avoir une mise en scène de combat plutôt originale et plutôt bien foutue, et en une seule page. Ce qu'il y a dans ces deux pages-là, c'est qu'elles sont indéniablement bien faites, elles sont très bien exécutées, et graphiquement tout à fait de qualité, c'est pas un problème. Ce qui me gêne un petit peu, en fait, mais c'est vraiment une question de goût personnel, c'est que ça manque de dynamisme. C'est-à-dire que c'est extrêmement bien chorégraphié, mais comme des vignettes, un peu comme si vous preniez en fait quelques images à part d'un film de kung-fu par exemple, et que vous les mettiez les unes à côté des autres, c'est-à-dire que vous avez des mouvements clés, on voit l'enchaînement, mais pour autant, il y a peu de dynamisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni une profondeur de champ, ni des effets de distorsion de corps, ou des effets de speedline, de tas d'autres choses qui apporteraient ce dynamisme-là. Je vous renvoie à un article que j'ai écrit sur mon blog sur Daniel Warren Johnson, justement, où je parle un petit peu de tout ce qu'il utilise pour traduire la vitesse et l'impact et le dynamisme dans ses comics. Et c'est vrai que moi je suis plus adepte de ce genre de choses que de cette représentation finalement très classe, hein, très, j'allais dire, très méthodique des mouvements, encore une fois, qui sont très bien dépeints, mais qui me rappellent un petit peu, pour faire une comparaison un peu décalée, mais les films de kung-fu d'il y a 40 ans, où en fait on pouvait voir chacun des adversaires bien décomposer chacun de ses mouvements comme vraiment un ballet et une chorégraphie, versus les films d'arts martiaux qui sont arrivés années 80 et autres, et aujourd'hui, où la vitesse d'exécution est juste extraordinaire, et où justement la mise en scène est beaucoup moins statique et accompagne davantage les coups. Bah là, c'est un petit peu l'idée que je m'en fais. Il y a cette espèce de côté très statique, de vignettes parfaitement bien positionnées, mais finalement l'impact des coups n'est pas ressenti, la profondeur de champ n'existe pas, donc on n'a pas vraiment cette sensation de jouer avec le décor au-delà de l'aspect graphique de l'escalier à droite, et finalement on est dans une espèce de presque chorégraphie, en tout cas d'un combat presque aseptisé, dont on comprend parfaitement l'enchaînement,
mais où ces enchaînements, en fait, il n'y a pas de lien visuel, il n'y a pas de dynamique qui se crée entre eux, c'est juste que notre cerveau prend les images les unes à la suite des autres et reconstruit ça, et je trouve ça un petit peu dommage, mais là c'est vraiment une question de goût perso, parce que je trouve que les affrontements physiques justement des personnages sont plus intéressants lorsqu'ils traduisent les impacts et l'aspect plus organique, on va dire, du corps à corps. Mais pour être tout à fait juste et impartial, j'ai choisi pour le coup une autre image, une autre double page dans laquelle on a un peu ce même effet de décomposition d'action, mais où là ça fonctionne parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois dans Spider-Man, dans Daredevil, etc. Cette décomposition du déplacement d'un personnage, mais justement parce que tout l'intérêt, c'est de voir cette décomposition parce que le cadre ne change pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un ensemble de vignettes, comme c'est le cas dans les pages précédentes, que l'on doit voir s'enchaîner. C'est-à-dire que où graphiquement, la composition et la mise en scène doit nous donner cette vitesse, cette dynamisme. Là, en fait, entre guillemets, la caméra est posée et c'est le personnage qui se déplace à l'intérieur. Donc, cette décomposition de mouvement fonctionne beaucoup mieux, selon moi, même si, effectivement, la prouesse physique... c'est toujours un truc qui m'a interpellé sur Nightwing, c'est-à-dire que voir Spider-Man faire ce type de saut, atterrissage, machin, etc. et tout, c'était un petit peu la norme, en fait, on va dire, de Spider-Man il y a 20-30 ans, de pouvoir faire ce type de déplacement. Du coup, un personnage humain comme Nightwing sans pouvoir qui le fait, je trouve que ça crée une échelle, mais c'est peut-être un peu trop geek comme comparaison, mais... ça crée une échelle un petit peu bizarre, mais pour autant c'est parfaitement bien exécuté, et surtout ce que j'aime beaucoup dans ce cadre-là, c'est la façon dont la diagonale est créée à partir du moment où il se balance et qu'il arrive pour armer son poing, et il finit parfaitement en diagonale dans la page en frappant un des premiers gardes et en balayant le dernier. Voilà, je trouve que cette compo du coup est parfaite, et avec le petit décadrage qui va bien et qui accentue encore plus cet impact et cette diagonale. Donc voilà, un exemple où où Bruno Redondo utilise parfaitement, je trouve, cette décomposition d'accent, et arrive quand même à faire un peu de dynamisme, même si c'est pas l'impact le plus impressionnant, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne mieux que dans les deux pages précédentes. Alors je voulais dire aussi un petit mot sur ces petites cases en incruste qui montre la façon dont le personnage va utiliser ses bâtons. Ça arrive plusieurs fois dans quelques épisodes où on va le voir. On a cette espèce de gros plan pour montrer un peu l'aspect, comment se déploient ces bâtons, comment ils s'assemblent, etc. et tout. Je sais, évidemment, je pense que tout le monde a repéré effectivement que ce truc-là, ça avait été fait par David Hara dans Hawkeye, et c'était très bien fait d'ailleurs. Je trouvais que c'était... un petit peu mieux dans Hawkeye pour une raison simple, c'est que effectivement le style graphique de la série Hawkeye avait cet ancrage un peu épais, effectivement beaucoup plus organique, clairement un peu lâché, etc. Et du coup quand Hara faisait ces petites vignettes, et elles avaient ce côté dessin technique, dessin de notice explicative, qui contrastait tellement avec le reste de son dessin que le décalage était intéressant, et puis ça allait aussi avec la tonalité un peu humoristique de la série. En revanche ici, c'est bien fait encore une fois, il n'y a pas de problème, c'est juste que il n'y a pas le même décalage humoristique que dans Hawkeye, et aussi parce que le style de dessin qui vient qu'utilise Redondo ici n'est, en termes d'épaisseur de ligne, de style d'ancrage un peu froid, on va dire un peu technique, finalement n'est pas aussi différent, ne contraste pas autant qu'avec le reste des pages, et donc j'en vois moins l'utilité. Et c'est vrai que comme ça a déjà été fait aussi, voilà, et que c'est quand même quelque chose de très très spécifique, je trouvais ça bien fait, mais je me suis posé la question de l'utilité. Et puis c'est aussi parce que à certains moments quand même c'est une série où il se passe pas grand chose par page, ou en tout cas c'est pas qu'il se passe pas grand chose au sens où il se passe rien, mais au sens où il y a peut-être une ou deux actions, et on voit sur la page de gauche par exemple, c'est quand même une page entière qui est prise pour juste Nightwing qui rentre dans un appartement. C'est aussi un peu un truc aussi qu'a cette série, c'est que sous effectivement, certes on bénéficie quand même d'une certaine
maestria de dessin, etc. C'est pas un problème, avec une mise en scène de combat intéressante la plupart du temps, etc. Mais quand même, au prix où sont les comics aujourd'hui, nombre de pages qui n'est pas élevé non plus, c'est quand même une série qui avance très lentement, et pour avoir fini les 3 tomes, je peux pas dire qu'il se soit passé énormément de choses. Et je trouve ça peut-être un peu dommage en fait de ne pas gagner davantage en densité. Je pense notamment à la page de gauche là, elle est certes il y a du dialogue dessus, etc. Mais c'est pas une page qui apporte énormément de choses, notamment ce premier plan qui prend quand même beaucoup de place. Et c'est vrai qu'il y a un peu ça, on a un peu l'impression à des moments que l'histoire est un petit peu étirée et qu'on s'en remet finalement à des idées de mise en scène graphique pour rendre ça un petit peu intéressant, mais que dans les faits, en eux-mêmes, ce qui se passe n'ont rien d'originaux particulièrement, quoi. Et c'est le cas aussi sur la page de droite. Alors, je voulais terminer avec cet épisode que bon, vous avez forcément entendu parler, qui est censé être un plan séquence, on va dire, vraiment une espèce d'ensemble de pages continues qui s'enchaînent et qui pourrait constituer une espèce d'immense poster horizontal. Cette page, cet épisode effectivement a plein d'aspects, plein d'aspects vraiment bien faits. Tout à fait, l'idée est originale. C'est on va dire très ambitieux, et on peut que saluer ça. Cette ambition narrative, cette ambition d'exécution et tout, c'est un casse-tête pour le dessinateur. Donc là-dessus, pas de souci. Maintenant. Point positif, point négatif. Point positif, c'est que effectivement, il y a plein d'idées, que ce soit dans la traversée des décors, que ce soit sur le fait que le personnage à un moment donné quitte, parte voilà, sur une route, prenne une moto, s'éloigne, revienne, etc. Et donc il y a ce jeu sur l'éloignement du personnage, puis le retour dans les séquences, et puis il y a la façon dont aussi on va décomposer, mine de rien, chacun de ses mouvements dans l'action. C'est bien. Et puis il y a aussi un autre point positif, la mise en scène finalement de la ville, avec des tas de personnages qui passent, suivent leurs propres activités, etc. Et tout. Donc ça, c'est vraiment bien. Et il y a aussi une mise en scène des couleurs aussi qui est intéressante, et qui permet de varier les tonalités d'une page à une autre. En revanche, même si il y a une prouesse technique, encore une fois, notable, et qu'il y a un vrai effort de storytelling dans la création, la mise en scène des combats, le jeu un petit peu sur les différents niveaux de décor, il y a quand même beaucoup de choses où on voit je vais pas dire la quasi-impossibilité, mais la grande difficulté finalement d'arriver à faire ça. Notamment parce que l'angle de vue qui a été choisi, et notamment au tout début, est un peu est très plat en fait, c'est-à-dire qu'on est vraiment en vue de coupe, et un petit peu comme dans un jeu vidéo des années 80 où on déplaçait notre personnage sur un horizon plat avec des décors à plat derrière, et on a beaucoup ça au début, et puis finalement il y a ce changement avec l'ajout de la profondeur, l'éloignement sur le pont, et puis après beaucoup plus de perspectives avec ces décors dans lesquels on va voir Nightwing et Barbara évoluer. Et c'est vrai que je comprends qu'ils aient souhaité faire cette rupture, en fait, pour varier aussi, pour ne pas rester que dans cette approche initiale de un peu jeu vidéo des années 80, mais je pense qu'en fait, ce que l'on gagne en technicité, en exécution, encore une fois, que ce soit dans le choix des postures, la mise en scène en fait des déplacements des personnages, on le perd un petit peu en dynamisme global. Parce que comme il n'y a pas de découpage, c'est notre œil et notre cerveau qui vont finalement suivre les personnages, vont comprendre l'enchaînement, etc., comme on suivrait une ligne un peu imaginaire. Donc il y a une prouesse technique indéniable, et il y a une grande qualité d'exécution, notamment dans les postures, mais en faisant ça, je trouve que Bruno Redondo se prive du langage de la BD, en fait, le langage de la mise en scène par le découpage, par la variation des angles, par tous les éléments graphiques qui vont permettre de traduire le mouvement. Là, on est dans des choses plutôt simples pour la traduction de la vitesse ou des impacts et tout. Donc il y a un petit côté à la fois effectivement exceptionnel,
et encore une fois, on ne peut que saluer la grande technicité d'exécution de tout ça. L'exercice n'est pas vain, parce que c'est une petite bulle, on va dire, originale sur un script plus que basique et un prétexte en fait à une espèce de démonstration de force et du talent de Bruno Redondo et de son équipe. Mais l'urgence de la narration, l'urgence de la situation, l'émotion des personnages, etc., ne peut pas se vivre dans ces conditions-là. Donc on est finalement dans un épisode qui, je trouve, est bien à l'image et résume très bien en fait un peu mon idée aujourd'hui de la série, à savoir une narration, en tout cas une histoire où il se passe pas grand-chose, qui est relativement simple, qui n'a pas beaucoup de niveau de lecture ou de complexité de lecture, avec des personnages sympathiques donc on aime bien suivre, et des prouesses graphiques dans la façon de dépeindre les décors, dans la façon de dépeindre les postures des personnages, mais avec une mise en scène qui reste pour moi un petit peu trop froide, un petit peu trop clinique, pas assez organique, pas assez lâché, on va dire. Donc voilà, je trouve qu'il y a ce contraste entre une série qui, sur le fond, a des personnages chaleureux, sympathiques, mais qui a pas grand chose à dire pour l'instant, et finalement un dessin qui, lui, au contraire, dit beaucoup de choses en termes de description, de posture, d'expression des visages, de décor, etc., mais qui manque de chaleur, qui pour moi est pas assez j'allais dire habité d'une patte d'artiste, qui ne soit pas que technique, qui ne soit pas que dans voilà, un ancrage très fin du décor parfaitement photoréaliste, mais qui semble effectivement trop s'appuyer sur de la 3D, etc. Donc voilà, je trouve qu'il y a ce contraste, et je pense que c'est la colorisation qui apporte énormément en fait, qui crée le pont entre les deux. Je pense que c'est la palette un peu pop dont je parlais tout à l'heure, hein, ces tonalités de couleurs qui ramènent un peu de chaleur dans le dessin, et je serais curieux de voir ces planches-là entièrement en noir et blanc, parce que je pense que l'effet très froid et très mécanique dont je parle va peut-être encore plus me sauter aux yeux. Donc voilà, je trouve que c'est une série qui fonctionne sur un équilibre, pas dire précaire, mais pas le plus parfait du monde. Et j'attends de voir un petit peu comment ça va évoluer, et c'est toujours un peu bizarre d'avoir cette sensation de se dire, je reconnais indéniablement le talent de l'artiste, il est extrêmement bon, extrêmement compétent, il maîtrise toutes les bases du dessin, des personnages, etc., et tout, des décors, mais j'arrive pas à rentrer dedans parce qu'il me manque cette espèce de... ça reste un petit peu trop froid en fait. Je sais pas comment dire mieux que ça. En fait, ça reste trop technique presque. Et c'est des fois ce qu'on peut trouver. C'est ce que, par exemple, des fois on a pu reprocher à Kubrick ou à Christopher Nolan, en fait, d'être des très bons techniciens, d'avoir une exigence du cadre, de la construction qui est extrêmement et intellectuellement hyper bien aboutie, mais qui manque de tripes, qui manque de cœur, d'incarnation, d'humanité. Et c'est un peu ce que, pour l'instant, un petit peu l'impression que j'ai sur ces planches, mais là vraiment c'est une appréciation très personnelle, et la maestria technique de Bruno Redondo, je pense, peut justifier tout à fait le suivi et le fait d'aimer cette série, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Nightwing. Merci de m'avoir suivi jusque là. Un petit mot sur ce format, je voulais le tester parce que je constate que dans mes statistiques, il y a des vidéos sur des comics moins connus ou des artistes moins connus sont beaucoup moins vus que celles par exemple sur Todd McFarlane et Spider-Man. Donc je me suis dit que peut-être ce serait intéressant de mixer, et pour éviter que par exemple la vidéo sur Colder passe à la trappe et soit peu vue alors que celle sur Nightwing soit plus vue, je me suis dit autant mixer un petit peu les deux, et j'espère que ça vous encouragera à regarder l'intégralité et peut-être à découvrir des artistes et des comics un peu moins connus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette méthode et de ce type de format, et ça me permettrait aussi de parler de comics anciens, de parler de ce qui sort, de mixer un petit peu les Big Two avec des indépendants, et puis d'être le plus complet et le plus varié possible dans ce que je peux vous proposer. Voilà, merci encore pour votre soutien, pour vos partages et pour tous les messages sympathiques
que vous m'adressez. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous très prochainement pour je ne sais absolument pas quoi, puisque je n'ai pas encore planifié. Si cette vidéo fonctionne, j'essaierai de retravailler sur un format avec trois séries. J'ai quelques trucs sous le coude, dont je souhaiterais vous parler. Donc, n'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.